Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette table ronde sur le thème de la coopétition. Donc le thème que je souhaitais aborder dans cette table ronde, et vous le voyez un petit peu avec les différents acteurs, là pour le coup, comparé à ce matin, on n'a pas beaucoup de jeunes fintech. Nous sommes tous très jeunes d'esprit à cette table ronde, mais on n'est pas tous la dernière pluie côté fintech. Secteur puissance s'il en est, la finance se voit attaquer verbalement en tout cas, hein, on reparlera un peu plus tard avec Alain de ce côté plutôt verbal, mais tous les jours par ces nouveaux barbares de la fintech. Les mots sont plus ou moins forts, mais pas un jour sans qu'on ait un petit peu de buzz sur le sujet, sans compter parfois l'actualité malheureuse qui permet de retweeter autour ou de rebuzzer autour. Quand la Société Générale fait un plan social, c'est pas forcément à cause des fintech, ceci dit, ça enrichit cette espèce d'image comme quoi les banquiers sont sur le déclin et les fintech auraient toute la nouveauté et l'apanage de toute l'innovation et du futur. Donc j'ai voulu inviter dans cette table ronde des acteurs plus historiques, plus installés, tous très connus, donc je ne pense pas qu'ils auront beaucoup besoin de présenter leur entreprise. Par contre, présenter leur stratégie. Et puis pour ne pas les laisser seuls quand même eux-mêmes, j'ai demandé à Alain, qui même si c'est un ancien banquier aussi, représente maintenant dignement France FinTech, la jeune association qui défend les FinTech en France. Et on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure. La règle comme ce matin, j'ai des questions pour chacun d'entre vous. Évidemment, n'hésitez pas à vous interpeller vous-même et à aussi bien sûr contredire mes questions, c'est la règle du jeu. Donc je vais commencer par Alice, un petit peu de galanterie quand même. Donc Alice, tout d'abord, merci. Merci Laurent. Merci d'être venu. Donc tu es nouveau membre du comité exécutif de la Banque Postale. Donc un peu finalement comme Orange qui a accueilli récemment Laurent Paillassot, un transfuge de la banque dans le monde des télécoms. Tu es, parce que le transfuge télécom dans une de nos vieilles historiques banques françaises. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette volonté peut-être d'apporter certaines méthodes, certaines pratiques, certaines visions du monde des télécoms ou de la digitalisation dans un univers classique comme celui de la Banque Postale avant d'aller sur le reste des questions. Alors déjà pour vous rassurer, la Banque Postale n'a pas attendu mon arrivée pour amorcer sa transformation digitale. Donc j'aimerais souligner en particulier deux grands programmes qui ont été un petit peu évoqués ce matin lors des tables rondes. Un programme autour de la data, de la connaissance client et de la capacité du coup à avoir une personnalisation de son offre, et on sait tous que c'est clé aujourd'hui dans le domaine de la banque de détail. Et puis un gros programme aussi de transformation au niveau du SI distributif, de manière à avoir une promesse omnicanale effective vis-à-vis du client, avec une capacité vraiment à le suivre dans son parcours. Donc ça, ce sont des programmes lourds, des programmes fondamentaux qui sont bien évidemment construits au sein de la banque elle-même. Alors pour ce qui est de mon arrivée, je sens voilà, deux points à souligner à mon sens. Le premier, c'est la création d'une direction autour du digital et de la communication au sein du COMEX de la Banque Postale, et je pense que ça traduit une volonté à la fois d'accélération, de focus plus grand donné à ce digital, et aussi d'ouverture. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette logique où on se dit il y a des choses très fondamentales qu'on fait en notre sein, et c'est impossible de le considérer autrement. En revanche, pour être peut-être plus rapide, plus agile, on a parlé ce matin en particulier de time to market, de sens du client, de focus autour du client quand on travaille sa proposition. Eh bien là, il y a un intérêt, en effet, peut-être à ouvrir, et je pense que c'est un des axes sur lesquels, j'espère pouvoir contribuer à apporter quelque chose à la Banque Postale. Les télécoms ou les médias par lesquels je suis passée ont vécu des transformations fortes, en particulier avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui ont des business models radicalement différents. Et ça, c'est très perturbant pour un acteur historique. Je pense que Pierre Louette pourra commenter à l'occasion. Ça amène une perte de valeur potentielle assez conséquente et assez immédiate. Je pense que l'histoire nous montre qu'en revanche, il n'y a pas de fatalité à ne pas pouvoir rebondir et finalement exploiter à son compte ces ruptures technologiques et ces ruptures clients. Je pense qu'Orange en est un très bel exemple. Et le domaine des télécoms montre que finalement, aujourd'hui, les acteurs historiques résistent, relancent des dynamiques très positives, développent leur activité, entrent dans de nouveaux métiers. Donc là aussi, c'est quelque chose que le digital apporte. Il n'y a pas uniquement quelque chose qui est subi autour des acteurs historiques, mais il y a bien un potentiel de transformation. Alors, à mon sens, minimum à 3 conditions. La première, c'est de considérer que cette technologie n'est pas simplement un canal ou un moyen de plus. Je pense en particulier au digital. Le digital, c'est pas simplement un relais de contact de plus pour toucher nos clients. C'est bien un moyen de penser son offre de façon différente. Point 1. Point 2, d'accepter de considérer que le client est au centre, qu'aujourd'hui le digital lui a donné un pouvoir, une capacité à sélectionner, agir, s'informer, être beaucoup plus expert, mais aussi beaucoup plus volatile.
Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors pas uniquement dans le domaine de la finance, dans tous les domaines, mais je pense d'assez conséquent aujourd'hui dans la relation entre un client et sa banque. Et puis troisième axe, c'est de considérer que le digital, c'est en effet une ouverture vers de nouveaux business qui n'étaient pas obligatoirement considérés, mais finalement, on a rapproché des métiers à travers le digital, des métiers qui ne se parlaient pas. Ce que tu soulignes un petit peu, c'est que la banque et la finance vivent une grosse dérégulation actuellement avec de nouvelles régulations, mais vous l'avez bien connu chez France Télécom puis Orange, Exactement. avec d'abord l'ouverture du monopole et puis après tous les MVNO, on vous avait dit, vous avez construit un réseau, donnez-le et les autres doivent venir. Ce que tu dis, c'est que finalement les opérateurs ont réussi à en faire une opportunité, les banques le peuvent aussi. Tout à fait. Je reviendrai à toi tout à l'heure, mais je voulais m'adresser en fait à la seule fintech de la table. Ronan, j'adore te taquiner là-dessus. Donc Ronan, grand banquier des fintech, vous le savez sans doute tous, quand la DSP1 est arrivée en France, on a tous crié que c'était bien pour la libéralisation du marché, mais encore fallait-il trouver une banque quand on était une fintech, et tu es le premier à avoir ouvert les portes. Et je crois que tu t'exprimes très souvent sur le sujet, donc tu n'es peut-être pas une fintech, mais en tout cas tu es extrêmement actif sur ce sujet-là. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la stratégie d'un groupe comme Arkéa, qui n'est pas une toute petite banque, tu peux d'ailleurs peut-être rappeler quelques éléments, vis-à-vis de cet univers foisonnant? En fait, effectivement, nous, on est actifs, comme tu le dis, sur les fintechs. Je ne sais pas si on est une fintech en tant que telle, mais en tout cas, on se sent proche d'elles. Alors, la raison d'être de la stratégie qu'on déploie, parce que c'est ta question, elle est assez simple. Elle vient d'une analyse qu'on a fait de ce que nous sommes. Parce que je pense qu'avant de chercher à se développer, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on est profondément en termes d'ADN et en quoi la stratégie qu'on va déployer fait du sens. Donc, en fait, Arkéa, je vais faire court, mais Arkéa, c'est un groupe bancaire de taille intermédiaire en France. On est 9000, on fait 1,8 milliard de PNB, 300 millions de résultats. C'est une très grosse PME. Mais à l'échelle des banques françaises, c'est relativement petit, même si à l'échelle européenne, ça pourrait se discuter, puisqu'on est dans le top 40 en taille de bilan. Mais vu de la France, c'est un acteur assez petit. C'est un acteur qui est présent en banque de détail en Bretagne, dans le sud-ouest et dans l'Asie centrale, et qui très vite a voulu chercher une voie de développement nouvelle pour aller conquérir le territoire. Donc quand vous regardez cette physionomie d'un acteur qui a 30% de part de marché en Bretagne, ce qui est beaucoup, il peut aller à l'ouest, il fait Molène, Ouessant et New York, c'est une option possible. Voilà, il peut chercher à grandir un peu sur des nouveaux territoires plus à l'est. Se pose la question de la territorialité du crédit mutuel. Donc là, il y a une question qui se pose. Et donc la question de quels sont nos facteurs clés de succès à nous et de notre avantage concurrentiel. Et en fait, il y en a deux qu'on a identifiés il y a de ça bien plus que 7 ou 8 ans, c'est-à-dire de ma place de directeur général. C'était vu avant. On a accéléré le sujet. De qualité essentielle de Arkéa, c'est un groupe qui est plus petit et donc plus agile, qui se doit de l'être. Moi, je dis souvent, un petit qui fait comme les gros, c'est darwinien, il disparaît. Si je suis petit, que je copie les gros, il n'y a qu'une raison que j'existe. Donc nous, on a une particularité qui est de chercher par l'agilité à faire des choses que d'autres ne font pas. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est une qualité sur laquelle on doit capitaliser. Le deuxième point, c'est que la technologie, c'est un sujet sur lequel on est assez aiguisé, on va dire. Je donne des choses qui vont faire sourire maintenant, mais 1984, c'est la première banque en France qui lance la technologie bancaire sur Minitel. 95, c'est la première banque en Europe. Ça fait sourire maintenant le Crédit Mutuel de Bretagne qui lance le passage d'or de bourse par Internet, même si on n'a pas été le premier à faire du business avec. Plus récemment, la première banque en France à faire de l'iPhone sur l'application bancaire. Bref, une culture techno très très forte. Et donc on se dit, ces deux qualités sont les sujets sur lesquels il faut qu'on insiste. Et à partir de là, on déploie une stratégie en 3 axes, très simples, sur cet angle des fintech en tout cas. La première, c'est banque en ligne. Donc depuis 15 ans, on est présent sur le brokerage online et sur la banque en ligne depuis 2009. C'est le déploiement de Fortuneo, sur lequel je ne reviens pas aujourd'hui. L'acquisition de Kitrade en Belgique aujourd'hui, qui fait de Fortuneo un des 2 acteurs majeurs en banque en ligne aujourd'hui en France. C'est les vieilles en Europe. C'est une vieille fintech, la banque en ligne, mais c'est quand même une fintech. Et c'est un acteur qui se déploie facilement parce que nous, on n'a pas de conflit stratégique. On n'est pas présent partout en France, donc on ne tombe pas sur nos clients de la banque de détail quand on se déploie, point numéro 1. Et deuxième point, comme vous le savez, l'Internet ne connaît pas de frontières, donc c'est assez facile de développer. Donc ça, c'est le premier axe fintech qu'on développe. Le deuxième, c'est le marque blanche, B2B. La technologie, l'agilité, c'est une manière d'aller chercher effectivement des partenariats avec d'autres acteurs. Être producteur de distributeur quand je ne suis pas même capable moi-même d'être distributeur en fronting. Et l'idée, c'est d'être le petit Intel Inside qu'on trouve dans les ordinateurs, dans celui qu'on ne voit pas, mais qui fait tourner, par exemple, la banque en marque blanche d'Alliance, par exemple, les cartes sur le lieu de vente de Carrefour, par exemple, le livret Zesto de Peugeot, livret Distingo de Renault, les paiements d'Amazon en France, de Sarenza, de Blablacar, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième, c'est les fintech. Celles actuelles, c'est les Litchi qu'on vient de racheter récemment, c'est Linkso, au capital duquel on est rentré, c'est Compte Nickel qu'on accompagne, et c'est plein d'autres que je pourrais citer, avec l'idée de dire cette agilité qu'elles aiment bien chez nous, parce qu'on est capable, sans doute, et c'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on est comme ça. Donc ça fait partie de notre ADN. On ne prétend pas être meilleur que les grands établissements, mais ça fait partie de ce qu'on est. Ça nous permet parfois de répondre plus vite, de bouger plus rapidement, d'apporter des solutions plus rapides à ces boîtes.
Et la techno, par définition, les fintechs, c'est la techno, donc ça nous va bien, on sait parler le même langage qu'elles. Donc c'est comme ça, finalement, que ces acteurs qu'on a qualifiés au départ de barbares, on a trouvé pour nous que c'était des gens qui étaient plutôt comestibles, avec lesquels on s'entendait bien et avec lesquels on souhaitait déployer de nouvelles solutions. Donc voilà comment on a fait le cheminement, je fais un raccourci un peu rapide, mais le cheminement qui fait qu'il y a un rationnel très fort pour nous aujourd'hui à être présent aux côtés des acteurs de la fintech que j'évoquais. Je crois que Geoffroy Guigout était là ce matin. On a été le premier acteur accompagné près d'Union Capital à T0. Donc on est aussi capable de faire ça. Juste, tu le rappelais d'ailleurs, Fortuneo n'est pas une aventure récente. Ça fait effectivement très longtemps que vous suivez cette stratégie au Crédit Mutuel Arkea, puisque Symphonis, qui était dans les premiers gros acteurs d'assurance vie, c'était vous aussi. Fortuneo, vous l'avez repris aussi. ProCapital pour faire le banque as a service. Donc c'est une stratégie que vous avez déployée depuis longtemps. Et justement, maintenant, ça fait donc 10-15 ans. Vous avez du recul. Ça représente quelle part d'activité? Et finalement, cette stratégie de dire je ne vais pas à New York et je suis un peu bloqué par le Crédit Mutuel de l'Est, sur la droite. Donc résultat, il me reste la Belgique, l'Espagne ou vous trouvez autre chose. Est-ce qu'elle répond à vos attentes de développement massif de nouveaux territoires? Pardon, je poserai la même question, mais quand Orange veut faire de la banque, est-ce que ça va faire 300 millions ou 3 milliards un jour? Donc est-ce que ça te répond à cette attente? En fait, pour répondre en 2 temps à ta question, je dirais la chose suivante, c'est que d'abord, il faut savoir que c'est une course de fond. C'est-à-dire que ce travail qu'on voit maintenant apparaître, c'est un travail qu'on fait depuis avant nous, mais que nous, on a accéléré avec Jean-Pierre Denis ces 8 dernières années et dont on commence à retirer les bénéfices depuis 1 ou 2 ans. Donc d'abord, c'est quelque chose qui a été un travail de fond très très important que de nouer des contacts, d'aller voir, de s'aguerrir, de comprendre, avec un tropisme peut-être certains dirigeants dont je suis pour le sujet, mais c'est important de travailler dans le fond parce qu'on ne récolte pas les fruits de tout ça en 2 ou 3 jours. Il faut voir beaucoup de dossiers pour en faire très peu finalement. Les résultats, on en a. Aujourd'hui, pour faire simple, on va dire que ça représente entre 25 et 30% de notre PNB, ce qui est quand même pas anodin. C'est quand même plutôt une masse importante. Mais pourquoi? Finalement, c'est assez simple. Je prends l'exemple de la banque en ligne. Enfin, un parallèle avec une banque rouge et noire pour laquelle j'ai beaucoup de respect et qui a un acteur de la banque en ligne qui est très connu également, dont je crois que le PDG intervient aujourd'hui. C'est un acteur qui est aussi gros maintenant, puisque ça se compare que Fortuneo, avec l'acquisition de Kitrade. Simplement, en poids relatif dans le PNB d'Arkea, on comprendra assez vite que Fortuneo, c'est plus important que Boursorama pour Société Générale, pour pas aller clair. Donc, typiquement, ce sont des activités sur lesquelles on a souhaité accélérer parce qu'on a des capacités, je pense, en tout cas, j'espère, être capable d'insuffler les ingrédients qui vont bien pour les faire grandir très vite. Et accessoirement, quand une boîte comme celle-là va faire 10, 15, 20, 30, 40 millions de résultats, pour nous, un groupe qui fait 300 millions de résultats, c'est conséquent assez rapidement. Donc le sens, il est là aussi. Il est dans l'ADN de la maison et il est dans la contribution économique que ça peut apporter assez vite. Donc oui, ça répond à nos attentes. Et d'autant plus que le groupe, lui, s'enrichit très très rapidement avec Kitrade de 25 millions de résultats en plus, ce qui fait pas loin de 10% de son résultat annuel. Ce dont on pourrait comprendre comme étant relativement faible pour des très très gros acteurs qui, eux, peut-être, imaginent que 25 millions à leur échelle, c'est pas que c'est pas important, mais c'est moins prioritaire. Et je le comprends tout à fait d'ailleurs. Je serais pareil à leur place que d'autres types d'activités qu'elles déploient aujourd'hui. Après, tout ça, c'est une question de momentum. On va dire que nous, le momentum, il est arrivé plus vite que pour d'autres, sans doute. Enfin, plus vite, vous avez commencé il y a longtemps aussi. On en parlait il y a 2 minutes. Mais, et pour finir sur la stratégie d'investissement, on l'a vu récemment avec des gros chiffres, 50 millions pour Litchi par exemple. Est-ce que pour vous, à chaque fois, l'aboutissement d'une stratégie de partenariat avec une fintech, c'est si vraiment ça démontre un potentiel, c'est l'acquisition complète, ou ça peut se traduire sur la durée ou la très longue durée comme un partenariat stratégique? Nous, on est assez pragmatique, donc on n'a pas de raisonnement a priori sur le sujet. En fait, Litchi, si je fais l'histoire que tu évoques, j'ai rencontré Céline, à qui j'étais hier soir, il y a 8 ans. Elle est venue voir pour savoir comment est-ce qu'on pouvait travailler un peu ensemble. À l'époque où personne s'intéressait vraiment beaucoup au dossier, j'ai regardé le dossier avec les équipes, on a trouvé que c'était très bien, on l'a accompagné techniquement au départ. Et effectivement, quand on a racheté Monext, sans rentrer dans le détail, il y a 3 ans, qui est un opérateur de paiement Internet, on va dire en ligne, on s'est aperçu assez vite que ce qui faisait du sens, c'était le fait d'allier une solution de paiement online et une solution de place de marché. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se déploie chez les acteurs du e-commerce notamment, c'est certes la vente de leurs propres produits et la place de marché également. Et il se trouve que Litchi, c'est certes la solution de cagnotte en ligne que tout le monde connaît, mais c'est MangoPay qui est une solution de marketplace. Donc pour le coup, là, ça faisait du sens et donc on a avancé sur ce sujet. Mais à l'inverse, compte nickel, on n'est pas au capital et on est très content d'accompagner Ria Boulanoir et Hugues Lebray dans leur aventure. Donc on n'a pas de définition a priori des choses. Nous, on est assez pragmatique. Tout ce qu'on veut, c'est que ça fasse du sens par rapport aux critères d'ADN que j'évoquais tout à l'heure
et au final, effectivement, que ça crée de la valeur pour les acteurs autour de la table, nous, comme la FinTech en question, sans jamais faire un truc qui est important pour nous. C'est pas l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ça, on fait toujours attention à pas casser les jouets, entre guillemets. Donc, on est très vigilant, effectivement, si on doit intervenir en capital, à être capable de le faire dans des conditions d'intervention qui font qu'on ne va pas remettre en cause le bon équilibre de la start-up qui fonctionne bien toute seule avant qu'on vienne éventuellement investir chez elle. Merci. Je pense que ce sera le mot de la fin parce que nous sommes en retard.